J'ai vendu ma maison pour soigner le cancer de mon mari. Quand il s'est rétabli, il m'a laissé tomber pour un homme plus jeune. Mon fils et mes associés se sont moqués de moi, leurs paroles cinglantes résonnant encore dans le vide que ma vie était devenue. J'ai passé une nuit glaciale sous une tempête, le vent hurlant comme un loup affamé, la pluie fouettant mon visage, quand j'ai aperçu une petite fille terrifiée, recroquevillée et tremblante de froid. Mes dernières 10 € se sont envolés pour lui acheter un peu de nourriture et une couverture fine. Un geste instinctif, un ultime élan d'humanité dans mon propre naufrage. 3 jours plus tard, 17 voitures noires, d'un noir profond et lustré, se sont arrêtées silencieusement devant le refuge. Un milliardaire en est descendu, son regard scrutant la foule, avant de me trouver, moi, avec sa fille blottie contre moi. Je n'aurais jamais imaginé que 22 ans de mariage, 22 ans de vie commune, se termineraient par ces mots glaçants. Je n'ai plus besoin de toi. J'étais là, debout dans la cuisine, vide et étrangement silencieuse, de la maison que je venais tout juste de vendre. Les cartons à moitié remplis de nos anciennes possessions jonchaient le sol, témoins muets de notre histoire qui se défaisait. Je regardais Richard faire ses valises, ses gestes précis et indifférents, arborant un sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis des années. Un sourire léger, insouciant, qui, je le savais, n'était absolument pas pour moi. Il n'y avait plus de place pour moi dans cette nouvelle joie. « Patrice, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux », m'a-t-il dit, sa voix dénuée de toute émotion, sans même daigner croiser mon regard. Ses yeux évitaient les miens, comme s'il craignait d'y lire le reproche ou la douleur. J'avais moi-même 58 ans, les cheveux grisonnants, fatigués, les traits tirés par des mois et des mois d'inquiétude, de nuits blanches passées à veiller. Mais lui, Richard, dont les cheveux s'étaient affinés et éclaircis durant son traitement, semblait maintenant, guéri, avoir rajeuni de 10 ans. Il était radieux, plein de vie, libre de moi. L'ironie me frappa comme un coup de poing brutal dans l'estomac, coupant ma respiration. Il y a à peine 8 mois, ce même homme s'était effondré en larmes dans mes bras, son corps secoué de sanglots, quand le docteur avait prononcé ces mots terribles, suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Cancer du pancréas de stade 3. La pièce était devenue glaciale ce jour-là. L'odeur antiseptique de l'hôpital semblait soudain plus forte, plus menaçante. Je me souviens, comme si c'était hier, comment ses mains avaient tremblé, une fébrilité incontrôlable, quand il avait tenu les résultats de la biopsie. Il m'avait regardé avec des yeux désespérés, emplis d'une peur panique, et m'avait supplié « Je ne veux pas mourir, Patrice. Je ferai n'importe quoi pour vivre. » Et moi, sans une hésitation, j'avais fait n'importe quoi pour qu'il vive. J'ai vendu notre maison à Neuilly-sur-Seine, cette demeure pleine de souvenirs, la même où nous avions élevé notre fils, David, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. J'ai vendu ma voiture, une vieille Volvo fidèle, mes bijoux, même les meubles anciens qui avaient appartenu à ma mère, des pièces de famille chargées d'histoires que je chérissais. Chaque euro était parti directement au centre de cancérologie Georges Pompidou, englouti par des frais exorbitants. Il a fallu le meilleur oncologue que l'argent pouvait acheter, les traitements expérimentaux que l'assurance, avec une cruauté administrative, refusait catégoriquement de couvrir. 450 000 € au total. Tout ce que nous avions bâti ensemble en plus de 2 décennies, réduit en fumée pour une seule vie. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi ?» lui ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure fragile, à peine audible, une prière désespérée. Il s'est arrêté un instant, une chemise à moitié pliée, suspendue entre ses mains. Ses yeux, d'un bleu autrefois si familier, me parurent soudain étrangers. C'était avant, Patrice. J'étais malade, effrayé. Les gens disent des choses quand ils sont en train de mourir. Son ton était désinvolte, léger, comme si nous parlions du temps qu'il faisait, de la pluie ou du beau temps, et non de la promesse la plus sacrée de notre vie. Le silence qui a suivi a pesé lourdement entre nous. « Mais tu n'étais pas en train de mourir. Je t'ai sauvé, » ai-je affirmé, la voix légèrement plus forte, emplie d'une indignation croissante. « Non, » me corrigea-t-il, se tournant enfin vers moi, son regard froid et dur.
Le docteur Hendrix m'a sauvé. Tu n'as fait que payer les factures. Tu n'as fait que payer les factures. Comme si c'était si simple. Comme si je n'avais pas passé des nuits entières, le corps raide et les yeux brûlants, à tenir sa tête pendant qu'il vomissait, épuisé par les assauts de la chimiothérapie, l'odeur âcre de ses souffrances imprégnant l'air. Comme si je n'avais pas dormi sur des chaises d'hôpital inconfortables pendant des semaines, le dos brisé, la fatigue me rongeant jusqu'à l'os. Comme si je n'avais pas démissionné de mon travail d'infirmier, ma carrière mise entre parenthèses, pour m'occuper de lui à plein temps, chaque jour, chaque heure. Et maintenant que tu es bien, tu pars, c'est ça ? Dis-je, la question n'en étant pas vraiment une, juste une constatation amère. Je connaissais déjà la réponse, gravée dans l'image de la valise ouverte sur notre ancien lit, dans la façon dont il évitait mon regard, dans l'éclat traître de ses yeux quand il mentionnait un ami qui l'aidait avec la transition. Son nom est Julien, dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, il sonna honnête, d'une honnêteté qui me transperça. Il a 34 ans. C'est ce dont j'ai besoin maintenant. Quelqu'un qui me fasse me sentir vivant à nouveau. Julien. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd et suffocant, comme une fumée toxique. Bien sûr qu'il était plus jeune. Bien sûr qu'il avait tout ce que j'avais perdu durant des années d'inquiétude, de stress, de sacrifice. Ma jeunesse envolée, ma vitalité épuisée, mon propre reflet dans le miroir était devenu celui d'un homme usé, tandis que Richard, lui, renaissait. « Et David ?» demandai-je, m'accrochant désespérément au dernier fil d'espoir, une lueur ténue dans l'obscurité. Notre fils avait 31 ans, un avocat à succès à la défense, son bureau vitré dominant la ville. Il avait toujours été plus proche de son père, mais je pensais que peut-être, juste peut-être, il me soutiendrait. Richard rit, un son amer, aigu, qui me glaça le sang et figea mon corps. David est d'accord avec moi. En fait, c'est son idée que je cherche quelqu'un qui me rende heureux. Il dit que j'ai gâché trop d'années à être malheureux. Mon cœur s'arrêta net, puis se mit à battre de manière erratique, une douleur lancinante dans ma poitrine. « Tu as parlé à David de ça ?»« Nous avons déjeuné hier, » répondit-il, pliant une autre chemise avec une minutie exaspérante. Je lui ai expliqué la situation et il l'a parfaitement comprise. Il dit que tu es un poids, que tu es toxique, que tu as toujours été contrôleur et qu'il est temps que je vive ma vie. Toxique, contrôleur. Les mots de mon propre fils, répétés par l'homme à qui j'avais tout donné, tout sacrifié. Je me suis accroché au bord du comptoir de la cuisine, le marbre froid sous mes doigts, sentant le sol vaciller dangereusement sous mes pieds. Le monde entier semblait s'écrouler. Il dit aussi qu'il est préférable que tu n'aies pas son numéro pendant un certain temps, continua Richard, ses mouvements précis et froids, comme un chirurgien. Il a besoin d'espace pour digérer tout ça. Mon fils me coupait de sa vie aussi. Le bébé que j'avais attendu avec tant d'impatience pendant 9 mois, veillé quand il était malade, aidé à l'école, avec qui j'avais célébré chaque réussite, chaque étape. Maintenant, il pensait que j'étais le problème, l'obstacle à son bonheur. Le son strident de la sonnette interrompit brutalement mes pensées et la spirale de ma désolation. Richard s'anima immédiatement, un sourire authentique, éclatant, illuminant son visage pour la première fois depuis des années. Ses yeux brillèrent d'une anticipation joyeuse. « Ce doit être Julien, » dit-il, courant presque vers la porte. « Il vient m'aider avec les dernières caisses. » Je l'entendis avant de le voir. Un rire musical, jeune, insouciant, plein d'une énergie vibrante que j'avais perdue il y a bien longtemps, englouti dans les couloirs d'hôpital et les sacrifices silencieux. Lorsque Julien et Richard apparurent dans la cuisine, le contraste fut d'une brutalité glaçante. Julien était tout ce que je n'étais plus. Une jeunesse éclatante, un corps svelte et musclé, moulé dans un pantalon de toile claire et une chemise en lin qui devait vous coûter plus que ce que je gagnais en un mois à l'époque où j'avais encore un emploi. Ses cheveux blonds, naturellement éclaircis par le soleil, encadraient un visage sans la moindre ride, tandis que le mien, jadis plein de vie, portait désormais les marques indélébiles de l'épuisement et de l'angoisse. Il rayonnait d'une énergie lumineuse, presque agressive, qui me renvoyait à ma propre ombre,
à ma silhouette fatiguée et à ma peau marquée par des années de nuits blanches et de soucis. « Alors, vous êtes Patrice ?» dit Julien d'une voix douce, presque mielleuse, en tendant une main parfaitement manucurée. Son sourire, d'une blancheur éclatante, semblait avoir été répété 1000 fois devant un miroir, sans jamais atteindre les yeux. « Richard m'a beaucoup parlé de vous, surtout de tout ce que vous avez sacrifié pendant sa maladie. Vous êtes si généreux. » Généreux. Le mot résonnait dans mes oreilles comme une insulte, comme s'il s'agissait d'une œuvre de charité d'avoir veillé sur mon propre époux. « Oui, eh bien, c'est ce que font les époux. » réussis-je à articuler, ignorant sa main tendue, le marbre froid du comptoir s'enfonçant dans mes paumes. Le contact de sa peau parfaite aurait été insupportable. « Oh, mais tous les époux n'auraient pas vendu leur maison !» continua-t-il, sa voix feutrée m'exaspérant au plus haut point. Une rage sourde montait en moi, une envie irrépressible de hurler. « Richard dit que vous n'avez plus d'endroit où aller maintenant. Vous avez un plan ?» La question, d'apparence innocente, était un coup de poignard. La façon dont il pencha la tête, le petit sourire narquois qui effleurait ses lèvres, me disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait, savourant ma déchéance. « Je me débrouillerai, » répondis-je, m'accrochant au peu de dignité qui me restait, même si ma voix tremblait d'une fureur contenue. « Bien sûr que vous le ferez, » intervint Richard, refermant la dernière caisse avec un claquement sec. Son regard évitait le mien, fixé sur le carton comme s'il était la chose la plus fascinante du monde. Patrice s'est toujours débrouillé. Il est très indépendant. Indépendant. Un autre joli mot pour dire « ce n'est plus mon problème ». Je les regardais charger les dernières caisses dans un rutilant BMW série 4 d'un noir profond qui n'était certainement pas à Richard. Une voiture neuve, aux vitres teintées, qui sentait encore le cuir frais et le succès insolent. Pendant qu'il rangeait ses affaires dans le coffre, Julien s'approcha de moi une dernière fois. « Vous savez, » me glissa-t-il à voix basse, son parfum cher et capiteux, emplissant mes narines, un mélange de santal et de musc qui tentait d'étouffer l'odeur de désespoir qui émanait de moi. « Vous devriez vraiment vous considérer chanceux. Richard m'a confié que vous n'aviez jamais été vraiment compatibles. Il dit qu'il n'est resté avec vous que par obligation, surtout après la naissance de David. » Il se rapprocha encore, ses yeux d'un bleu glacial me fixant sans pitié. « Au moins, maintenant, il peut être honnête sur ce qu'il veut vraiment. » Sur ces mots, mon époux de 22 ans monta dans la voiture de son nouveau compagnon et s'éloigna de la maison vide qui avait été notre foyer, sans même un regard en arrière. Pas un coup d'œil, pas un signe, comme si je n'avais jamais existé. Je restais planté dans l'allée, à regarder les feux arrière disparaître au loin, laissant derrière eux une traînée de fumée et de poussière. J'avais 55 ans, plus de maison, plus de travail, plus de famille. Les 1200 € sur mon compte courant étaient tout ce qui me restait d'une vie entière de labeur et de sacrifice. Le ciel commença à s'obscurcir, des nuages lourds s'accumulant à l'horizon, peignant le crépuscule d'une teinte violacée et menaçante. Une tempête approchait, et je n'avais nulle part où me réfugier. Mon monde s'était effondré, et le ciel semblait le pleurer avec moi. La première nuit, je la passais dans ma voiture. Je l'avais techniquement vendue au concessionnaire, mais il m'avait accordé jusqu'au lundi pour la livrer. C'était vendredi soir, et le parking désert d'un centre commercial abandonné, aux enseignes néons cassées et aux allées parsemées de débris, était devenu mon refuge temporaire. Je dormais recroquevillé sur le siège arrière, réveillé toutes les quelques heures par le froid mordant qui s'infiltrait à travers les vitres embuées, par le claquement des tôles et le sifflement du vent qui me donnait l'impression d'être un fantôme dans un vaisseau fantôme. Chaque mouvement, chaque bruit lointain me faisait sursauter, la peur d'être découvert me tenaillant l'estomac. Le samedi, j'essayais de contacter ma sœur Carole à Portland, mais ce fut son mari, Marc, qui décrocha. « Patrice, vous savez comment est Carole ?» me dit-il d'une voix mal à l'aise. Ce ton que les gens adoptent quand ils ne veulent pas s'impliquer. Elle et Richard ont toujours été très proches. Elle se sent désorientée par toute cette situation. Elle pense qu'elle a peut-être besoin de temps pour digérer les choses du point de vue de Richard. Le point de vue de Richard, répétai-je, incrédule, la colère me montant à la gorge. Marc,
Il m'a abandonné après que j'ai tout vendu pour le sauver. Écoutez, je ne veux pas m'immiscer dans des problèmes conjugaux, soupira-t-il, son malaise palpable à travers le combiné. Mais Richard l'a appelé hier et lui a expliqué sa version. Il dit que vous étiez devenu très exigeant pendant son traitement, que vous l'étouffiez. L'étouffer? J'avais seulement voulu le garder en vie, le pousser à se battre, à ne pas abandonner face à la maladie qui nous rongeait tous les deux. Je me rappelais ces nuits passées à son chevet, à vérifier sa respiration, à le forcer à manger, à lui lire des livres pour le distraire de la douleur. Était-ce cela, l'étouffer? Carole pense que peut-être un peu de temps séparé vous fera du bien à tous les deux. Je raccrochais avant qu'il ne puisse continuer, le sentiment d'abandon m'envahissant. Ma propre sœur avait choisi le camp de mon ex-époux sans même écouter ma version. Le monde se refermait sur moi. Le dimanche, je rendis la voiture. L'employé du concessionnaire, un jeune homme d'environ 25 ans, aux yeux emplis d'une pitié que je trouvais insupportable, compta les billets 2 fois avant de me donner les 500 € convenus. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir que je vous commande un taxi ?» demanda-t-il en voyant ma seule valise posée à mes pieds. « On dirait qu'il va pleuvoir fort. »« Ça ira, » mentis-je, ma voix trahissant ma fatigue. Je ramassai ma valise, son poids me rappelant la maigre fortune qu'elle contenait, et marchai vers l'arrêt de bus le plus proche. Mais ça n'allait pas. L'autobus me déposa au centre-ville de La Défense, un labyrinthe de béton et de verre où les options d'hébergement bon marché étaient rares et souvent dangereuses. Le motel le plus économique que je pus trouver coûtait 60 € la nuit, une somme que je ne pouvais absolument pas me permettre de dépenser sans aucun revenu en perspective. Chaque euro était précieux, une goutte d'eau dans un désert. Alors que je marchais dans les rues, cherchant un quelconque abri temporaire, les premières gouttes commencèrent à tomber, fines et glaciales. En quelques minutes, elles se transformèrent en un véritable déluge. Le vent soufflait avec une telle force que les parapluies se retournaient et que les passants couraient, cherchant refuge dans n'importe quel recoin. Je trouvais une petite marquise d'arrêt de bus qui offrait une protection illusoire, mais le vent latéral me trempait quand même. Je serrai ma valise contre ma poitrine, tremblant de froid tandis que l'eau glacée s'infiltrait à travers ma veste bon marché, chaque goutte me rappelant ma vulnérabilité. Les bruits de la ville étaient étouffés par le fracas de la pluie, et une tristesse infinie m'envahissait. Ce fut alors que je l'entendis, un petit sanglot, presque inaudible, au milieu du rugissement de la tempête. Au début, je pensais que c'était le vent, une illusion de mon esprit épuisé. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce son, quelque chose d'humain, de désespéré. Je posai ma valise sous la marquise et m'aventurai sous la pluie battante, suivant ce faible appel. Chunk processing failed. Original text preserved. La encontré acurrucada detrás de un contenedor de basura a una cuadra de distancia. Era una niña pequeña. No podía tener más de 8 años, empapada hasta los huesos y temblando violentamente. Su ropa era buena. Un vestido azul que probablemente había sido caro antes de que el lodo y la lluvia lo arruinaran. Sus zapatos también parecían de marca, aunque ahora estaban llenos de agua. ¡Pequeña!, grité por encima del viento. ¿Estás bien? Ella levantó la cabeza y mi corazón se partió. Tenía ojos grandes y oscuros, llenos de terror y labios azules por el frío. Estaba claramente perdida y había estado bajo la lluvia durante horas. No puedo encontrar a mi papá, tartamudeó, su voz apenas audible. Estaba en el parque y luego había mucha gente corriendo y yo corrí también, pero en la dirección equivocada y ahora no sé dónde estoy. Me acerqué lentamente, no queriendo asustarla más. ¿Cómo te llamas, cariño? Sophie, susurró Sophie Chen. Mi papá es muy importante. Él me va a encontrar, pero tengo mucho frío y mucha hambre. Sophie Chen. El apellido me sonaba familiar, pero en ese momento lo único que importaba era que esta niña necesitaba ayuda urgente. Su temperatura corporal estaba bajando peligrosamente, y si no la calentaba pronto podría entrar en hipotermia. Está bien, Sophie. Me llamo Patricia y voy a cuidar de ti hasta que tu papá te encuentre. Está bien. Ella asintió débilmente. La cargué en mis brazos.
sorprendida por lo ligera que era, y corrimos de vuelta a la marquesina donde había dejado mi maleta. Saqué mi única chaqueta seca y la envolví en ella, pero no era suficiente. La tormenta se estaba intensificando y no había señal de que fuera a parar pronto. Necesitábamos refugio real, comida caliente y mantas. Miré mi billetera, $500 menos los 60 que había gastado en comida durante el día. Me quedaban $440 para sobrevivir hasta que pudiera encontrar trabajo, lo cual podría tomar semanas. Pero mirando a Sophie temblar en mis brazos, no había decisión que tomar. «Vamos, pequeña», le dije cargándola junto con mi maleta. «Vamos a encontrar un lugar caliente». El único lugar abierto era una gasolinera a 6 cuadras de distancia. El empleado, un hombre mayor con barba gris, nos miró con compasión cuando entramos empapadas y temblando. «Dios mío», murmuró. «Están bien, la niña está perdida», expliqué rápidamente. «¿Tienen mantas? ¿Algo de comida caliente?» Él asintió dirigiéndonos hacia la parte trasera de la tienda, donde había una pequeña área de descanso para empleados. «Tengo algunas mantas en mi auto y puedo calentar sopa en el microondas». En el estante vi mantas de emergencia a $10 cada una, sopa instantánea a $3 y chocolate caliente a $2. Agarré 2 mantas, 2 sopas y 2 chocolates calientes. $8 que me dolía gastar, pero necesarios. Mientras Sophie se calentaba con la sopa, traté de obtener más información sobre su familia. «¿Recuerdas el número de teléfono de tu papá, Sophie?» Ella negó con la cabeza. «Está en mi teléfono, pero lo perdí cuando estaba corriendo. Pero él va a venir por mí. Siempre viene por mí». «¿Y tu mamá?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mami se fue al cielo el año pasado. Es solo papá y yo ahora». Mi corazón se apretó. Esta niña había perdido a su madre y ahora estaba perdida en una tormenta separada de su único padre. La abracé más fuerte, sintiendo sus pequeños brazos rodeando mi cuello. «No te preocupes, cariño. Vamos a encontrar a tu papá. Te lo prometo». El empleado de la gasolinera, que se presentó como Frank, nos dejó quedarnos en la pequeña habitación trasera hasta que la tormenta pasara. Tenía una vieja radio donde intentamos escuchar noticias sobre niños perdidos, pero solo había reportes del tiempo y advertencias de tormenta. Sophie se quedó dormida acurrucada contra mí en la pequeña silla reclinable envuelta en ambas mantas. La observé dormir notando sus pestañas largas y la forma en que su mano pequeña se aferraba a mi chaqueta, incluso en sueños. Durante las siguientes horas me quedé despierta escuchando la lluvia golpear el techo de metal. Frank pasaba cada hora a verificar que estuviéramos bien, trayéndonos más chocolate caliente y galletas de la máquina expendedora. Se negó a dejar que le pagara. «Tengo una nieta de esa edad», me dijo en voz baja, mirando a Sophie dormir. «No puedo imaginar lo desesperado que debe estar su padre». Yo tampoco podía imaginarlo, pero podía imaginar mi propia desesperación si fuera mi nieto perdido en una tormenta, si es que alguna vez tenía la oportunidad de conocer a los hijos de David. Cerca de las 3 de la mañana, Sophie se despertó llorando. «Patricia», susurró en la oscuridad. «¿Sigues aquí?» «Sí, cariño, estoy aquí», respondí acariciando su cabello húmedo. «Tengo miedo de que mi papá piense que hice algo malo. ¿No se suponía que me alejara del guardaespaldas?» Guardaespaldas. Esa era una pista importante. Su familia tenía dinero suficiente para contratar seguridad personal. Eso explicaba la ropa cara y por qué su nombre me sonaba familiar. Enfield Chunk. «Tu n'as rien fait de mal, Sophie. Parfois, ces choses arrivent, c'est tout. Ton papa sera si heureux de te savoir en sécurité». La chaleur de la couverture de survie que j'avais achetée pour elle, combinée à la faible chaleur du réchaud de Frank, enveloppait la petite fille. Malgré tout, je sentais encore le froid de la nuit s'accrocher à mes propres os, une réminiscence de la pluie glaciale. Je caressais ses cheveux emmêlés, le cœur serré. Je me revoyais en David, mon propre fils, à son âge, cherchant du réconfort. Elle se blottit davantage contre moi, son petit corps fragile tremblant encore légèrement malgré le répit. « Vous avez des enfants ?» La question, murmurée d'une voix à peine audible, me toucha plus profondément que je ne l'aurais cru. Ce fut comme si une vieille plaie,
à peine cicatrisée, venait d'être rouverte avec une précision chirurgicale. Une vague de tristesse m'envahit, une amertume familière, celle qui m'accompagnait depuis des mois, depuis que Richard avait retrouvé la santé et m'avait ensuite quitté pour Julien. « Oui, j'ai un fils », répondis-je, ma voix un peu plus rauque que je ne l'aurais souhaité. « Il s'appelle David. » Je me forçai à sourire, un sourire que je savais vide. « Où est-il » demanda Sophie, levant vers moi ses grands yeux innocents. « Il est très pris par son travail », répondis-je, essayant de paraître décontracté, mais la phrase sonnait creux. Je ne voulais pas accabler une enfant de 8 ans avec mes propres déboires familiaux, la complexité de mon divorce et l'éloignement de David, qui avait choisi le camp de son père. La vérité était que David était sans doute à des centaines de kilomètres de là, dans son appartement luxueux, et qu'il n'avait pas cherché à me contacter depuis des semaines. La dernière fois que nous avions parlé, il m'avait dit que je devais aller de l'avant, comme si tout ce que j'avais sacrifié n'était rien. « Mon papa est aussi très occupé », murmura Sophie, « mais il trouve toujours du temps pour moi. Il dit que je suis la chose la plus importante dans sa vie depuis que maman est partie. » Ces mots me transpercèrent comme un poignard, plus acéré que n'importe quelle lame. Cet enfant possédait ce que j'avais perdu, un parent qui la faisait passer en premier, qui la valorisait par-dessus tout. Je me souvenais des promesses de Richard, des « tu es mon rocher, mon tout », prononcées sur son lit d'hôpital. Des mots qui s'étaient envolés avec la rémission, remplacés par des silences, puis par des reproches, avant l'aveu glaçant de son départ. La solitude, lourde et froide, s'installa un peu plus en moi. Dehors, le vent s'était tu, mais le silence de la nuit portait son propre fardeau. Quand l'aube du dimanche se leva, filtrant à travers les vitres embuées du restaurant, la tempête avait enfin cessé. Le monde semblait lavé, les rues luisantes, l'air pur et frais, mais une humidité persistante flottait. Franck nous apporta du café chaud et des beignets sucrés, tout droit sortis de son comptoir, refusant une fois de plus tout paiement. L'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et du sucre glace remplit l'air, un baume pour l'âme. Je sentais la chaleur de la tasse se propager dans mes mains froides. « Hein, qu'allez-vous faire maintenant » demanda-t-il, son regard bienveillant posé sur nous. Je regardais Sophie, qui semblait bien mieux. Ses joues avaient retrouvé une légère couleur, et la pâleur de la veille avait laissé place à un semblant de vigueur. Une nuit au chaud et un bon repas avaient fait des merveilles. « Nous allons aller au commissariat » dis-je. « Ils doivent avoir signalé la disparition d'enfants, et je suis certain que son père l'a déjà fait. » Je me sentais épuisé, mais une détermination nouvelle m'animait. Il fallait que cet enfant retrouve sa famille. Mais quand nous atteignîmes le commissariat le plus proche, une bâtisse modeste aux volets fermés, il était fermé pour rénovation. Une affiche jaunie, battant au vent, nous dirigeait vers le commissariat central, à 12 rues de là. Une déception amère me saisit. 12 rues, c'était beaucoup pour un enfant qui avait traversé une telle épreuve. La matinée avançait, le soleil peinait à percer les nuages persistants. « On peut prendre un taxi » demanda Sophie, sa petite voix pleine d'espoir. Je jetai un œil à mon portefeuille. Il me restait 412 € après la nourriture et les couvertures. Un taxi coûterait au moins 10 €, une somme que je devais absolument conserver, car chaque euro comptait désormais dans ma vie d'après Richard. Mais en regardant Sophie, encore chancelante, les traits tirés malgré le repos, je ne pouvais pas la forcer à marcher une telle distance. Son petit visage pâle me rappela la fragilité de la vie et l'importance de ces petits gestes d'humanité. « Bien sûr, mon cœur, » lui dis-je, mon cœur se serrant un peu. Je levai la main, le froid du matin piquant ma peau, pour héler un taxi qui passait. Tandis que le taxi approchait, ralentissant à notre hauteur, Sophie prit ma main. Sa petite paume était douce et chaude dans la mienne. « Patrice !» me dit-elle avec une gravité d'adulte, levant ses yeux clairs vers les miens. « Quand mon papa me retrouvera, je ferai en sorte qu'il sache à quel point vous avez été gentil avec moi. Il voudra vous remercier. » Je lui souris, un sourire doux amer, en serrant sa petite main. Les mots de Sophie, si sincères, contrastaient étrangement avec la froideur des relations que j'entretenais avec ma propre famille. « Je veux juste que tu sois en sécurité avec ta famille, » lui répondis-je.
Je n'avais aucune idée que ces mots, prononcés avec tant de simplicité, allaient changer ma vie pour toujours, la faire basculer dans un monde que je ne soupçonnais même pas. Le commissariat central était un imposant bâtiment de briques rouges, massif et austère, qui m'intimida dès l'instant où nous descendîmes du taxi. Son architecture sévère contrastait avec le petit café chaleureux de Franck. L'air, même en cette fin de matinée, sentait encore l'humidité de la nuit et un vague effluve d'échappement. Sophie marchait à mes côtés, sa petite main agrippée à la mienne comme à une bouée de sauvetage, tandis que nous nous approchions de l'entrée principale. J'avais passé toute la matinée à la rassurer, à lui assurer que tout irait bien. Mais à présent, c'était moi qui sentais des papillons dans l'estomac, une anxiété sourde montant en moi. Une impression d'irréalité me submergeait, comme si j'étais un acteur dans une pièce dont je ne connaissais pas le script. L'officier d'accueil, un homme corpulent à la moustache grise, leva les yeux de son écran d'ordinateur quand nous nous approchâmes du comptoir. La lumière blafarde des néons du commissariat se reflétait sur ses lunettes, et une odeur de vieux papier et de désinfectant flottait dans l'air. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix monocorde, mais son expression changea immédiatement en apercevant Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent, trahissant une surprise mêlée d'un soulagement palpable, et il décrocha rapidement le téléphone. « Sergent Martinez, nous l'avons. »« Oui, monsieur. »« La petite Chen est ici, » dit-il d'une voix plus forte, presque tremblante. Il se tourna vers nous avec une expression mêlant soulagement et urgence, une intensité nouvelle dans son regard. « Sophie Chen, n'est-ce pas, petite ?» Sophie hocha timidement la tête, se cachant davantage derrière ma jambe, son petit corps se pressant contre moi. « Son père l'a cherchée toute la nuit, » continua l'officier, son ton plus grave. « La moitié de la ville la cherchait. Où l'avez-vous trouvée, monsieur ?» Son regard scrutateur se posa sur moi, et je sentis une pointe d'agacement face à cette interrogation, même si je comprenais la situation. Avant que je ne puisse répondre, les portes du commissariat s'ouvrirent à la volée avec un bruit sourd, et 3 hommes en costume sombre firent irruption, parlant rapidement dans des radios portatives. Ils se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, leur regard perçant balayant la pièce. L'un d'eux, grand et à l'allure autoritaire, s'approcha immédiatement de l'officier. « C'est elle ?» demanda-t-il d'une voix tendue, presque impatiente. « Oui, c'est Sophie Chen », confirma l'officier, pointant vers la petite fille. « Ce monsieur l'a ramenée. » L'homme en costume me regarda intensément, m'évaluant de la tête aux pieds, un examen froid et professionnel. Je me sentis subitement exposé, comme si j'étais moi-même un suspect. « Votre nom, monsieur ?»« Patrice Williams », répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « J'ai trouvé Sophie hier soir pendant la tempête. Elle était perdue et effrayée, alors je l'ai gardée jusqu'à ce que je puisse la ramener ici. » L'homme parla rapidement dans sa radio, ses mots brefs et précis. « Confirmation de la localisation de la mineure. Êtes-vous sûr ? Le monsieur qui l'a trouvée s'appelle Patrice Williams. » En l'espace de quelques minutes, le commissariat s'anima d'une activité frénétique et oppressante. D'autres hommes en costume, des femmes en tailleur sombre, arrivèrent. Certains portaient des oreillettes discrètes, marmonnant des ordres à voix basse, d'autres scrutaient les environs avec une vigilance inquiétante, comme si nous représentions un risque pour la sécurité. L'air se chargea d'une tension palpable, d'une urgence silencieuse. Sophie s'agrippa plus fort à ma main, son petit corps tremblant de nouveau. « Que se passe-t-il » murmurai-je, ma propre voix à peine audible, sentant une boule d'appréhension grandir dans ma gorge. « Monsieur Chen est en route » expliqua l'un des hommes, son regard toujours fixe sur l'entrée. « Il devrait arriver d'un instant à l'autre ?» Monsieur Chen. Ce nom continuait de résonner dans mon esprit, une mélodie familière mais sans parole, comme quelque chose que je devrais reconnaître, mais je ne parvenais pas à le situer précisément. Une vague de pressentiment m'envahit. C'est alors que nous entendîmes un rugissement grave, celui de multiples moteurs se rapprocher, vibrant à travers les murs du bâtiment. À travers les baies vitrées du commissariat, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. 17 voitures noires identiques, des limousines aux vitres teintées, formaient une caravane parfaite devant le bâtiment. Chacune était étincelante sous le soleil matinal, reflétant l'éclat pâle de la ville comme des miroirs géants. « Mon Dieu !» murmurai-je, le souffle court.
Les policiers eux-mêmes s'étaient approchés des fenêtres, leur visage marqué par une surprise non dissimulée, visiblement impressionnés par un tel déploiement. Jamais je n'avais vu autant de luxe, autant de puissance concentrée en un seul endroit. Cela dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, même dans mes jours les plus prospères avec Richard. De la voiture centrale descendit d'abord une équipe de sécurité, des hommes et des femmes vêtus de noir, leurs mouvements précis et coordonnés, qui formèrent immédiatement un périmètre impénétrable. Puis, de l'arrière du même véhicule, sortit un homme dont le visage me frappa instantanément. William Chen, le milliardaire William Chen. Mon cœur s'arrêta net. Le monde autour de moi sembla ralentir, puis s'effacer. Ce n'était pas un simple père, c'était une figure publique, une légende du monde des affaires. Et je venais de passer la nuit avec sa fille. J'entendis un déclic, puis un autre, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit, avec une clarté aussi brutale qu'une gifle. Maintenant, je comprenais pourquoi ce nom me semblait familier, pourquoi Sophie était flanquée de gardes du corps, pourquoi toute cette opération tenait plus du déploiement militaire que d'une simple recherche d'enfants disparus. William Chen. Le nom résonnait dans ma tête, chargé d'un poids que je n'avais pas su déchiffrer. Il était l'une des personnalités les plus riches et les plus influentes du pays, le cerveau derrière Chen Industries, un empire tentaculaire englobant la technologie de pointe, l'immobilier de luxe et le divertissement. Sa fortune se chiffrait, disait-on, à plus de 12 milliards d'euros. Et moi, Patrice Williams, un homme à la dérive, j'avais passé la nuit à veiller sur sa fille sans même en avoir la moindre idée. L'ironie était cruelle, presque risible. Sophie, comme une fusée, lâcha ma main et s'élança vers la porte ouverte. « Papa, papa !» Son cri aigu perça l'atmosphère tendue du commissariat. William Chen fit irruption dans la pièce, non pas comme un homme pressé, mais comme un ouragan contrôlé, une force de la nature déguisée en élégance. Il était bien plus grand que les photos de magazines ne le laissèrent paraître, probablement 1,85 m, sa silhouette imposante encadrée par un costume anthracite dont le tissu soyeux devait valoir plus que mes maigres revenus annuels. Ses cheveux noirs, impeccablement coiffés, brillaient sous la lumière crue des néons, et son visage, habituellement impassible sur les couvertures de Challengers, était marqué par une tension palpable. Une odeur discrète de cologne coûteuse flottait dans son sillage, un contraste saisissant avec l'odeur persistante de café éventé et de désinfectant du poste de police. Mais au moment où ses yeux croisèrent ceux de Sophie, toute cette façade de puissance et de maîtrise s'effondra. « Sophie !» hurla-t-il, un cri déchirant qui trahissait des heures d'angoisse insoutenable. Il tomba à genoux, sans se soucier de l'image, ses bras s'ouvrant pour accueillir sa fille dans une étreinte désespérée. « Ma petite, j'ai cru t'avoir perdue pour toujours. » Je l'ai regardée s'enlacer, le cœur serré par une émotion complexe. Pour un instant fugace, il n'était plus le magnate redouté, l'homme d'affaires impitoyable. Il était simplement un père, soulagé au-delà des mots d'avoir retrouvé son enfant. Ses yeux étaient rougis, comme s'il avait pleuré des larmes silencieuses pendant des heures, et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il palpait doucement Sophie, s'assurant qu'elle était bien indemne, qu'aucun mal ne lui était arrivé. Une pensée fugace traversa mon esprit, une image de David, mon propre fils, quand il était enfant, cette même tendresse protectrice que j'avais ressentie pour lui. C'était un sentiment universel, cette peur de perdre un enfant, et elle me rappelait la pureté de mon ancien rôle, celui de père aimant, avant que tout ne s'effondre avec Richard et David. « Je vais bien, papa, » dit Sophie, sa petite voix résonnant avec une innocence désarmante. « Patrice a pris soin de moi. Il m'a gardé au chaud et m'a donné à manger. Et il est resté avec moi toute la nuit, même s'il avait froid lui aussi. » William Chen releva les yeux vers moi pour la première fois. Nos regards se croisèrent et un étrange phénomène se produisit. Son expression passa du soulagement le plus pur à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance. Ses traits se plissèrent, un effort visible pour fouiller les recoins de sa mémoire. « Patrice Williams ?» demanda-t-il lentement, sa voix grave teintée d'une hésitation inattendue. Tandis qu'il se relevait, Sophie toujours blottie contre lui. « Oui » répondis-je, perplexe face à sa réaction. Pourquoi un homme de son envergure se souviendrait-il de moi ?
L'air dans la pièce semblait s'épaissir, le silence des policiers et des gardes du corps devenant presque assourdissant. Il m'étudia intensément pendant de longues secondes, comme s'il tentait de relier une image lointaine à la personne debout devant lui. Puis, à mon étonnement le plus complet, ses yeux s'emplirent de larmes. « Patrice Williams, de l'hôpital Mercy General ?» demanda-t-il d'une voix brisée par l'émotion. Mon cœur fit un bond. L'hôpital Mercy General. C'était mon tout premier poste d'infirmier, il y a plus de 30 ans. J'y avais travaillé pendant 5 ans, dévoué corps et âme, avant de déménager vers un hôpital plus proche de notre maison de Neuilly-sur-Seine, juste avant la naissance de David. Un passé que j'avais cru enterré sous les couches de ma vie avec Richard, une vie de sacrifice et de renoncement. Oui, murmurai-je, ma propre voix à peine audible. J'y ai travaillé, il y a très très longtemps. William Chen ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, comme s'il venait de résoudre le mystère le plus important de son existence. Il y avait une intensité dans son geste qui me glaçait et me fascinait à la fois. « Service de soins intensifs pédiatriques », reprit-il, rouvrant les yeux pour me fixer directement, une lueur de souvenir ardent au fond de son regard. Mars 1992. Un petit garçon de 7 ans, atteint d'une pneumonie sévère. Ses parents ne parlaient pas anglais, ils étaient terrifiés et tout le monde était trop occupé pour leur accorder une réelle attention. Le monde autour de moi s'arrêta. Le brouhaha lointain de la ville, les murmures des agents, tout s'estompa. Soudain, le souvenir me submergea comme une avalanche, une vague de détails oubliés depuis longtemps. Une petite silhouette, frêle et pâle, luttant pour respirer dans un lit d'hôpital trop grand pour lui. Ses parents, des immigrants récents, le visage ravagé par l'angoisse, perdu dans le dédale du système médical. Je me souvenais des heures supplémentaires que j'avais faites, de ma détermination à apprendre des phrases basiques en mandarin pour pouvoir communiquer avec eux, de la main de l'enfant que j'avais tenu pendant les procédures les plus douloureuses, sentant sa petite paume moite et froide dans la mienne. Je me souvenais de l'odeur clinique de l'hôpital, des bips réguliers des machines, du silence oppressant des nuits. « William », murmurai-je, peinant à croire ce que mes yeux voyaient, la boucle incroyable qui se refermait. « Tu étais ce petit garçon. » Il hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, traçant des sillons brillants sur sa peau. « Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Williams. Pas médicalement. Les médecins s'en sont chargés. Mais vous avez sauvé mon âme. Quand tout le monde me voyait comme un simple cas parmi d'autres, vous m'avez vu comme une personne. Vous m'avez parlé, vous m'avez lu des histoires, vous avez tout traduit à mes parents pour qu'ils n'aient pas peur. » Les souvenirs continuaient d'affluer par vagues, se superposant de plus en plus nets. Je me souvenais de ce petit garçon, si intelligent et curieux, malgré sa maladie. Je lui avais enseigné des mots en anglais pendant sa convalescence, des mots simples, mais qui ouvraient des portes. J'avais persuadé les autres enfants du service de l'inclure dans leur jeu, de partager leurs jouets, de briser l'isolement de sa chambre. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que son séjour à l'hôpital soit moins traumatisant, pour transformer la peur en un peu de joie, la solitude en camaraderie. Quand j'ai récupéré, poursuivit William, sa voix redevenant plus ferme, mais toujours empreinte d'émotion, mon père s'est renseigné auprès de l'administration pour vous retrouver. Il voulait vous remercier comme il se doit, peut-être vous offrir quelque chose pour votre bonté, mais vous aviez déjà changé d'hôpital. Pendant des années, j'ai essayé de vous trouver. » Sophie nous regardait, les yeux écarquillés, ne comprenant manifestement pas tout ce qui se passait, mais devinant que c'était un moment d'une importance capitale. « Vous vous connaissiez déjà ?» demanda-t-elle, sa petite voix rompant le silence empreint de gravité. « Ton papa et moi, nous nous sommes rencontrés il y a très très longtemps, » lui expliquai-je, encore sous le choc de cette incroyable coïncidence. « Quand il était un petit garçon comme toi. » William s'essuya les yeux et se redressa, retrouvant une partie de sa prestance habituelle, mais il garda une main protectrice sur l'épaule de Sophie. « Monsieur Williams, » dit-il d'une voix formelle, mais empreinte d'une chaleur sincère, « je ne saurais exprimer ma gratitude pour avoir veillé sur Sophie. Mais plus encore, l'univers a clairement voulu que nous nous retrouvions.
Après toutes ces années à vous chercher, vous avez sauvé ma fille de la même manière que vous m'avez sauvé. » L'un de ses assistants, un homme discret aux mouvements précis, s'approcha. « Monsieur Chen, les médias commencent à arriver. Nous devrions envisager de nous déplacer vers un endroit plus privé. » William acquiesça, puis se tourna vers moi. « Monsieur Williams, pourriez-vous nous accompagner ? Il y a tant de choses dont j'aimerais vous parler, et Sophie a manifestement développé un lien très fort avec vous. » Sophie, comme poussée par une invisible urgence, se dégagea de la main de son père et courut vers moi, serrant ma taille de ses petits bras. « Patrice, tu dois venir avec nous, papa !» s'écria-t-elle, son regard implorant rivé sur William. « Il n'a nulle part où aller, il me l'a dit hier soir. » Mon visage s'empourpra instantanément de honte. La petite avait trahi mon secret le plus douloureux, ma situation précaire, devant cet homme d'affaires si respectable. Mais William, loin de tout jugement, fronça les sourcils, affichant une préoccupation sincère. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement, sa voix grave empreinte d'une réelle sollicitude. Je ne voulais pas admettre ma situation désespérée, surtout pas à quelqu'un d'aussi manifestement prospère, quelqu'un pour qui la vie semblait avoir toujours souri. Mais le regard honnête et direct dans ses yeux m'incita à l'honnêteté. J'ai également rencontré quelques difficultés récemment, admis-je, ma voix à peine audible, une chaleur inconfortable se répandant dans ma poitrine. William ne fit pas pression pour obtenir plus de détails, du moins pas là, au milieu du chaos croissant des journalistes qui commençaient à s'agglutiner devant le commissariat, leur flash crépitant déjà. Au lieu de cela, il tendit sa main vers moi, un geste simple mais lourd de sens. « Alors, c'est décidé, » dit-il, son ton final, sans appel. « Vous serez notre invité jusqu'à ce que nous puissions parler sereinement de tout cela. C'est le moins que je puisse faire pour l'homme qui a sauvé les 2 personnes les plus importantes de ma vie. » Alors que nous sortions du poste de police pour nous diriger vers la caravane de voitures noires aux vitres teintées, Sophie tenant ma main avec une confiance enfantine et William marchant de l'autre côté d'elle, je réalisais que ma vie venait de prendre un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. L'air frais de la nuit parisienne, piquant et pur après l'humidité confinée du commissariat, me frappa. Les phares des véhicules de luxe découpaient des éclats dans l'obscurité, et le bourdonnement des moteurs, à peine perceptible, contrastait étrangement avec l'agitation de la ville. La voiture dans laquelle nous montâmes était plus luxueuse que tout ce que j'avais jamais vu ou même osé rêver. Des sièges en cuir crémeux, d'une douceur incroyable, m'enveloppèrent. Des écrans intégrés dans les appuis-têtes diffusaient des informations en continu, et un minibar complet était discrètement dissimulé derrière un panneau de bois précieux. L'odeur subtile du cuir neuf et d'un parfum d'intérieur délicat emplissait l'habitacle, créant une bulle de sérénité au milieu de l'effervescence extérieure. Mais ce qui m'impressionna le plus fut de voir William dans son élément naturel, parlant au téléphone avec une efficacité redoutable, annulant des réunions, réorganisant son emploi du temps à la volée, afin d'être entièrement disponible pour Sophie. Son calme et sa maîtrise étaient fascinants. « Où allons-nous » demandai-je, ma voix semblant étrangement faible dans cet espace confiné et opulent, tandis que le convoi se mettait en marche, glissant silencieusement dans le trafic. « À la maison » répondit William en souriant, un sourire qui atteignait ses yeux fatigués mais toujours vifs, tandis que Sophie se blottissait entre nous deux, déjà à moitié endormie. Nous avons beaucoup à nous dire et 30 ans de gratitude à rattraper. La demeure de William Chen était exactement ce à quoi l'on pouvait s'attendre de l'un des hommes les plus riches du monde, mais elle parvenait d'une manière ou d'une autre à être imposante sans être ostentatoire. Elle s'étendait sur plusieurs hectares dans les quartiers chics de Neuilly-sur-Seine, son architecture mêlant l'élégance moderne à des touches classiques, avec des pierres de taille claire et de vastes baies vitrées reflétant la lumière de la lune. Une allée bordée d'arbres majestueux serpentait à travers un jardin impeccablement entretenu, où des sculptures discrètes ponctuaient le paysage. L'air y était plus pur, le silence plus profond. Alors que le convoi approchait de l'entrée principale, Sophie pressa son visage contre la vitre embuée, ses petits doigts laissant des traces. « On est à la maison !» s'exclama-t-elle avec un soupir de soulagement authentique,
un son qui me serra le cœur. « Patrice, attends de voir ma chambre. Papa dit que je peux la décorer comme je veux. » Lorsque nous sommes descendus de la voiture, une équipe de personnel domestique, silencieuse et efficace, nous attendait déjà. Une femme, manifestement la gouvernante, aux cheveux gris tirés en chignon impeccable et au regard doux, s'approcha immédiatement de Sophie, les larmes aux yeux. « Mademoiselle Sophie, » dit-elle avec un léger accent britannique empreint de soulagement. « Vous nous avez tous tellement inquiétés. »« Je suis désolée, Madame Morrison, » répondit Sophie, se jetant dans les bras de la femme avec une affection évidente. « Mais regarde, c'est Patrice. Il a pris soin de moi pendant la tempête. C'est mon héros. » William me guida vers l'intérieur, tandis que Sophie recevait des câlins et des mots de réconfort de plusieurs autres membres du personnel qui l'adoraient visiblement. Le hall d'entrée était vaste, avec un escalier monumental en marbre qui s'enroulait vers les étages supérieurs. La maison, à l'intérieur, était encore plus impressionnante que de l'extérieur. Des plafonds vertigineux, des œuvres d'art qui valaient probablement des millions suspendues aux murs immaculés, et une sensation d'espace et de lumière qui me donnait l'impression d'être dans un musée privé, non pas dans une maison où des gens vivaient réellement. Chaque détail parlait d'une richesse et d'un goût raffiné qui me laissait pantois. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit William, me dirigeant vers un salon dont la superficie devait être plus grande que celle de mon ancien appartement tout entier. Des canapés profonds et des fauteuils moelleux invitaient au repos, et une cheminée monumentale ajoutait une touche de chaleur à la pièce. « Désirez-vous quelque chose à boire? Un café? Un thé? De l'eau? »« Un café ferait l'affaire, » répondis-je, ma voix encore un peu hésitante, me sentant complètement déplacé au milieu de tant de luxe. Mes vêtements froissés et mon sac à dos usé contrastaient violemment avec l'élégance du lieu. William pressa un bouton sur une console élégante et discrète. En moins d'une minute, une employée de maison apparut silencieusement avec un plateau d'argent sur lequel reposait une cafetière en argent et des tasses en porcelaine fine. L'arôme du café, riche et profond, flottait dans l'air, bien meilleur que tout ce que j'avais pu goûter de ma vie. « Sophie, » dit William lorsque la petite, son énergie retrouvée, entra en courant dans le salon. « Pourquoi n'irais-tu pas avec Madame Morrison prendre un bon bain chaud et mettre des vêtements propres? Patrice et moi avons besoin de parler de choses d'adultes. »« Patrice va rester pour le dîner ?» demanda Sophie avec espoir, ses grands yeux rivés sur moi, son petit visage sale mais plein de vie. « S'il le souhaite, » répondit William, me regardant avec un sourire doux, mais avec une intensité sous-jacente. « En fait, j'espère qu'il restera bien plus longtemps que ça. » Après que Sophie fut partie, son rire cristallin résonnant un instant dans le couloir avant de s'estomper, William s'assit en face de moi. Pour la première fois depuis que je l'avais reconnu, je pus le regarder vraiment, sans l'urgence des événements. Il avait 46 ans maintenant, mais ses yeux avaient toujours cette même curiosité intense que je me souvenais du petit garçon à l'hôpital. Il y avait aussi de la tristesse, des lignes de stress qui parlèrent de pertes et de responsabilités énormes, des ombres sous ses yeux qui témoignaient d'un manque de sommeil. Le temps avait sculpté son visage, mais l'essence de l'enfant que j'avais soigné était toujours là, reconnaissable. « Monsieur Williams, » commença-t-il, sa voix grave, « avant que nous ne parlions de quoi que ce soit d'autre, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Depuis le jour où je suis sorti de l'hôpital, je vous ai cherché. Pas seulement par gratitude, même si je l'éprouve sincèrement, mais parce que vous avez fondamentalement changé la personne que je suis. » Je pris une gorgée de mon café, dont la saveur était extraordinaire, douce et amère à la fois. « William, je ne faisais que mon travail. »« Non, » dit-il fermement, se penchant en avant, son regard ne me quittant pas. « Ce n'était pas juste votre travail. Je me souviens de chaque détail de ces 3 semaines à l'hôpital. Je me souviens comment tous les autres infirmiers et médecins parlèrent de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais déjà une statistique, un cas désespéré. Je me souviens comment mes parents se sentaient invisibles, ignorés, perdus dans un pays étranger, ne comprenant pas les termes médicaux complexes, ne sachant pas à qui se fier. Mais vous avez appris nos noms. Vous avez appris des mots en mandarin pour pouvoir parler directement à mes parents, pour les rassurer, pour leur expliquer les choses avec patience. »
Les souvenirs revenaient plus clairement maintenant, comme des fragments de films anciens, se reconstituant peu à peu dans mon esprit. La lumière blafarde des néons du centre de cancérologie Georges Pompidou, l'odeur persistante d'antiseptiques et de désespoir, le visage anxieux des parents de William, leurs yeux sombres remplis d'une peur silencieuse, leur difficulté à communiquer, leur dignité malgré tout. Et le petit William, si frêle, si courageux, mais si seul au milieu de tous ces adultes qui le considéraient comme un projet médical. Je me souvenais des quelques mots de mandarin que j'avais laborieusement appris, des phrases simples pour demander « Ça va ?» ou « Avez-vous faim ?» ou « Nous sommes là pour vous ». Ces petits gestes, presque insignifiants pour moi à l'époque, avaient résonné profondément dans leur monde. La famille Chen était arrivée en France 2 petites années auparavant. Le père s'éreintait dans une blanchisserie industrielle, ses mains rougies et gercées par les détergents agressifs, tandis que la mère récurait des bureaux tard le soir, quand les lumières de la Défense s'éteignaient une à une. Lorsque William tomba malade, leur terreur n'était pas seulement pour sa santé fragile, mais pour les coups de médicaux vertigineux qui menaçaient de pulvériser tout ce pourquoi ils avaient peiné. Le père était rongé par l'angoisse des factures à venir, son visage buriné par l'inquiétude. Je m'en suis souvenu à voix haute, la scène se déroulant à nouveau dans mon esprit comme un vieux film. Je me rappelais le voir tenter de travailler depuis l'hôpital, le dos courbé, utilisant le téléphone public rouillé du couloir pour joindre son chef, le combiné gras pressé contre son oreille, sa voix basse et suppliante. L'air y était toujours imprégné d'une odeur métallique et d'un vague relent de désinfectant, une atmosphère lourde de soucis. William hocha la tête, ses yeux sombres brillant d'une humidité contenue, des larmes non versées. « Et vous avez parlé aux services sociaux de l'hôpital ?» murmura-t-il, sa voix tremblante d'une émotion ancienne. « Vous avez déniché des programmes d'assistance auxquels nous pouvions prétendre. Vous êtes resté après votre service, alors que les néons du Georges Pompidou clignotaient déjà pour la nuit, pour nous aider à remplir ces formulaires interminables avec mes parents, car ils ne comprenaient pas assez bien le français ni la complexité administrative. » J'avais oublié ces détails, enfouis sous des décennies de souvenirs, mais ils revenaient maintenant en une vague submergente, claire et nette. Je m'étais attardé de nombreuses soirées cette semaine-là, le corps fatigué après des heures passées auprès des patients, mais l'esprit toujours alerte, aidant la famille Chen à naviguer non seulement le labyrinthe du système médical, mais aussi le dédale des aides financières qui leur éviteraient la banqueroute totale. Le silence du soir dans les couloirs de l'hôpital, seulement brisé par le bip des machines et le chuchotement de mes explications, revenait à moi. Je me souviens aussi, continua William, un sourire doux esquissé sur ses lèvres, que lorsque les autres enfants de la salle de jeu m'évitaient parce que je ne parlais pas parfaitement français, vous avez organisé des jeux où la langue n'avait aucune importance. Des parties de mime, de dessin, de construction avec des blocs. Vous m'avez aidé à me faire des amis. Pour la première fois depuis que nous étions arrivés dans ce pays, je me suis senti à ma place, comme si j'appartenais à quelque chose. L'image de ces petits visages anxieux et de William, si seul, me revint. Je me rappelais la chaleur de la salle de jeu aux murs peints de couleurs vives, le bruit des rires qui finissaient par s'élever, brisant la monotonie des journées d'hospitalisation. « Tu étais un petit garçon très courageux, » lui dis-je, ma propre voix empreinte d'une tendresse inattendue. Et très intelligent. Je me souviens que j'apprenais de nouveaux mots en français tous les jours parce que vous me les enseignez, répondit-il, son regard pétillant. Et quand j'ai eu mon congé, vous avez donné à mon père votre numéro de téléphone personnel. Vous lui avez dit que si jamais j'avais besoin d'aide pour l'école, ou si j'avais des questions sur la médecine comme carrière, je pouvais vous appeler. Cela aussi, je m'en souvenais. J'avais vu quelque chose de spécial chez William, une détermination farouche et une curiosité insatiable qui, je le savais, le mènerait loin s'il avait les bonnes opportunités. Un petit garçon avec des rêves plus grands que sa maladie. Mon père a gardé ce bout de papier dans son portefeuille pendant des années, poursuivit William, la mélancolie se mêlant à sa voix. Mais quand il a finalement essayé d'appeler, le numéro avait été déconnecté. Vous aviez changé d'emploi et déménagé. J'avais changé pour l'hôpital de Versailles, confirmai-je, le souvenir de cette période revenant.
C'était plus près de la maison après la naissance de mon fils. « David », dit William, et je fus surpris qu'il se souvienne du nom que j'avais brièvement mentionné la nuit précédente. « Oui, David », répondis-je, ressentant la familiarité de la piqûre de douleur en pensant à mon fils qui ne me parlait plus. Une image fugace de son visage, autrefois si ouvert, maintenant fermé, traversa mon esprit. William remarqua mon changement d'expression, la lumière s'éteignant un instant dans mes yeux. Mais il ne me pressa pas. Le silence empli de non-dits s'installa un instant. Au lieu de cela, il reprit son récit. Après ma sortie de l'hôpital, je suis devenu obsédé par l'idée de prouver que j'étais digne de la gentillesse que vous nous aviez montrée. J'ai étudié sans relâche, j'ai appris le français parfaitement, j'ai obtenu des bourses pour les meilleures écoles. J'ai bâti mon entreprise non seulement pour le succès, mais parce que je voulais être le genre de personne qui pouvait aider les autres de la manière dont vous nous aviez aidés. Je suis resté sans voix, le souffle coupé. L'idée que quelque chose que j'avais fait au cours de mon travail routinier d'infirmier, un acte de compassion parmi tant d'autres, ait eu un tel impact, un écho si puissant dans la vie de quelqu'un, était absolument bouleversante. C'était comme si une pierre jetée dans un étang lointain avait créé des vagues qui revenaient me frapper, des décennies plus tard. Chaque année, poursuivit William, sa voix empreinte d'une gravité solennelle, à l'anniversaire de ma sortie de l'hôpital, je fais don d'1 million d'euros à des programmes de soutien aux familles dans les hôpitaux. C'est ma façon d'honorer ce que vous avez fait pour nous. Mais j'ai toujours senti que c'était insuffisant parce que je n'ai jamais pu vous remercier personnellement. 1 million d'euros chaque année, pendant plus de 30 ans. J'ai réalisé, le vertige me prenant, que mon petit acte de gentillesse avait indirectement généré plus de 30 millions d'euros d'aide pour des familles en crise. C'était une somme colossale, inimaginable, fruit d'une simple attention humaine. Et maintenant, dit William, sa voix se chargeant d'une émotion palpable, ses yeux fixés sur les miens, non seulement je vous retrouve, mais je découvre que vous avez sauvé Sophie de la même manière que vous m'avez sauvé moi. Non pas médicalement, mais émotionnellement, spirituellement. Sophie apparut à la porte à ce moment-là, vêtue de vêtements propres et secs, ses cheveux châtains brillants après son bain, une odeur de savon doux l'accompagnant. Elle courut vers nous et se hissa sur le canapé entre William et moi, son petit corps chaud et léger. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle avec une curiosité enfantine. Je racontais à Patrice l'époque où j'étais un petit garçon et qu'il m'a aidé à l'hôpital, expliqua William, son regard passant de moi à sa fille. Sophie me regarda avec un émerveillement renouvelé, ses grands yeux ronds s'écarquillant. « Tu as aidé papa quand il était petit comme tu m'as aidé moi ?»« Oui, » répondis-je, souriant devant son expression de stupéfaction, le cœur un peu plus léger à la voir si joyeuse. « C'est comme si vous étiez notre ange gardien spécial, » dit Sophie avec un sérieux désarmant, son petit doigt pointé vers moi. « D'abord, vous avez sauvé papa, et maintenant, vous m'avez sauvé moi. Ce n'est pas une coïncidence. » William et moi échangeâmes un regard. L'innocente sagesse de sa fille avait capturé avec une précision déconcertante l'aspect surréaliste de toute la situation, le fil invisible qui reliait nos vies. « Sophie a raison, » dit William doucement, son regard posé sur moi, plein d'une intensité nouvelle. « Ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin. Et maintenant que nous vous avons enfin retrouvés, nous n'allons pas vous laisser disparaître à nouveau. » Il se tourna vers moi, son expression devenant sérieuse, presque solennelle. « Patrice, Sophie a mentionné hier soir que vous n'avez nulle part où aller. Je ne connais pas les circonstances qui vous ont mené à cette situation, et vous n'avez pas besoin de me les raconter si vous ne le souhaitez pas. Mais ce que je sais, c'est ceci. Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Plus important encore, Sophie a clairement noué un lien très fort avec vous, reprit William, sa voix douce mais ferme. C'est vrai, s'interrompit Sophie, son visage illuminé. Patrice est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée depuis que maman est morte. Il m'a fait me sentir en sécurité quand j'avais tellement peur. William prit la petite main de sa fille dans la sienne, puis posa son regard sur moi, une intensité nouvelle dans ses yeux. La lumière tamisée du salon, filtrée par les lourds rideaux de velours, enveloppait la scène d'une aura presque irréelle. Un feu crépitait doucement dans la cheminée en marbre, diffusant une chaleur réconfortante et un subtil parfum de bois.
J'aimerais vous offrir une maison ici avec nous, dit-il, chaque mot pesé. Non pas comme un employé, Patrice, mais comme un membre de notre famille. Sophie a besoin d'une présence bienveillante et stable dans sa vie, et vous avez clairement un don naturel pour prendre soin des autres. Vous l'avez démontré avec elle, comme vous l'avez fait pour moi, il y a si longtemps. Mon cœur manqua plusieurs battements, une cascade d'émotions me submergeant. Le choc, l'incrédulité, puis une pointe d'espoir si fragile que j'osais à peine la ressentir. C'était comme si l'air autour de moi s'était soudain épaissi, rendant la respiration difficile. William, c'est incroyablement généreux, réussis-je à articuler, ma voix rauque. Mais je ne peux pas accepter la charité. Je ne suis pas habitué à... Ce n'est pas de la charité, coupa-t-il fermement, son regard ne vacillant pas. C'est la justice. C'est l'univers qui remet enfin les choses en équilibre. Il esquissa un sourire chaleureux. De plus, Sophie m'a informé que vous faites le meilleur chocolat chaud qu'elle ait jamais goûté de sa vie et, en tant que père célibataire, j'ai désespérément besoin d'aide au département culinaire. Mes talents se limitent souvent aux plats à emporter. Sophie éclata de rire et applaudit, sa joie enfantine emplissant la pièce d'une douce mélodie. Oh oui, et Patrice connaît des chansons de crèche et fait des voix rigolotes quand il raconte des histoires. Je les regardais tous les deux, ce père millionnaire, au regard si sincère, et sa précieuse fille, dont le visage reflétait une innocence et une affection pure. Ils m'offraient quelque chose que j'avais cru perdu à jamais, une famille qui semblait réellement se soucier de moi. Mais une part de moi, endurcie par tant de déceptions, ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. La méfiance, une compagne fidèle depuis des mois, serrait ma gorge. Et si mon ex-mari et mon fils essayaient de vous causer des problèmes demandai-je, la voix à peine audible, une angoisse sourde me tenaillant. Ils ne voudront pas que des gens comme vous sachent le genre de personne que je suis vraiment. Ils pourraient tenter de vous salir, de vous manipuler. William fronça les sourcils, une expression de profonde détermination remplaçant son sourire. Le feu dans la cheminée sembla crépiter plus fort, soulignant le silence qui suivit ma question. Le genre de personne que vous êtes, Patrice répéta-t-il, sa voix grave et posée, résonnant avec une conviction inébranlable. Vous êtes le genre de personne qui se sacrifie pour les autres. Vous êtes le genre de personne qui utilise ses derniers 10 € pour aider un étranger, même quand il ne lui reste rien. Vous êtes le genre de personne qui reste éveillée toute la nuit pour garder une petite fille effrayée au chaud, la réconforter et la protéger. Ses yeux clairs, perçants, se posèrent sur moi avec une certitude qui me transperça. Peu importe ce que quiconque dit de vous. Je sais qui vous êtes. Je l'ai toujours su, même après 30 ans. Ces mots étaient un baume sur mes blessures invisibles, un écho à une vérité que j'avais oubliée. Sophie se blottit contre mon bras, son petit corps chaud et réconfortant. Son regard, plein d'une espérance désarmante, me fixait. « Vas-tu rester, tonton Patrice ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « S'il te plaît, dis oui. Je ne veux pas que tu partes. » Je balayai du regard cette magnifique maison, où chaque objet semblait raconter une histoire de succès et de confort. Je regardais cet homme accompli qui se souvenait de moi avec une telle gratitude après toutes ces années, et cette enfant précieuse qui avait perdu sa mère et qui me regardait maintenant avec une pureté et une confiance qui me brisèrent le cœur. Son petit visage, éclairé par la lueur du feu, était un appel silencieux auquel je ne pouvais me dérober. Pour la première fois depuis des mois, depuis l'abandon et la trahison qui avaient déchiré ma vie, je me permis de croire que peut-être, juste peut-être, mon histoire n'était pas terminée. Peut-être qu'elle ne faisait que commencer. La chaleur de Sophie contre moi, le regard de William, la promesse d'un nouveau départ, c'était une bouée de sauvetage inespérée. 3 mois après cette nuit orageuse qui avait bouleversé ma vie, je me réveillais dans une chambre qui ressemblait toujours à un rêve. La suite que William m'avait offerte dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine était plus grande que l'appartement entier où j'avais vécu avec Richard à La Défense. Des baies vitrées s'étendaient du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les jardins parfaitement entretenus, où les rosiers grimpants et les fontaines murmuraient une symphonie apaisante. Chaque matin, j'étais tiré de mon sommeil par le son cristallin du rire de Sophie alors qu'elle jouait dans la cour.
poursuivant les écureuils ou cherchant des trèfles à 4 feuilles. La transition s'était faite plus naturellement que je ne l'aurais jamais imaginé. William avait tenu parole, me traitant comme un membre de la famille, et non comme un employé. J'avais ma propre aile de la maison, me garantissant une intimité précieuse, mon propre véhicule pour mes déplacements, et une carte de crédit illimitée que je touchais à peine, tant j'étais peu habitué à dépenser de l'argent pour moi-même. Le simple fait de pouvoir prendre un bain chaud sans me soucier de la facture, ou de choisir un livre sans regarder son prix, était un luxe vertigineux. Mais plus que le confort matériel, ce qui m'avait réellement transformé, c'était de me sentir à nouveau valorisé, d'avoir un but, d'être reconnu pour ce que j'étais, au-delà de mes possessions ou de mes malheurs. Le silence oppressant de mon ancienne vie, où chaque jour était une lutte pour ma survie émotionnelle, s'était dissipé, remplacé par la douce symphonie d'un foyer aimant. Sophie et moi avions développé une routine magnifique, tissée de petits rituels. Tous les matins, nous prenions le petit déjeuner ensemble dans la cuisine lumineuse, baignée par le soleil levant, avant qu'elle ne parte pour son école privée. L'odeur du café fraîchement moulu et des toasts grillés emplissait l'air, tandis que nous partagions nos rêves de la nuit et nos projets pour la journée. Les après-midi, je l'aidais avec ses devoirs, explorant avec elle les mystères des mathématiques ou les récits des civilisations anciennes. Le soir, je lui lisais des histoires, ma voix se transformant pour donner vie aux personnages des contes. Et nous avions même commencé à cuisiner ensemble, ses petites mains maladroites mais enthousiastes, m'aidant à pétrir la pâte ou à mélanger les sauces. Elle m'appelait « Tonton Patrice » maintenant, et chaque fois qu'elle le faisait, mon cœur se remplissait d'une chaleur que j'avais oubliée. Un sentiment de plénitude qui me rappelait ce que j'avais ressenti autrefois, avant que la vie ne m'arrache tout. William avait été tout aussi merveilleux. Il s'assurait que j'ai tout ce dont j'avais besoin, mais ne me faisait jamais sentir comme un fardeau. Au contraire, il insistait constamment sur le fait que c'était lui qui me devait. « Patrice », m'avait-il dit la semaine précédente, alors que nous dînions tous les trois, la grande table en chêne du salon semblant soudain moins imposante. « Sophie a complètement changé depuis que vous êtes arrivé. Elle est plus heureuse, plus confiante, et cette tristesse qui l'enveloppait s'est estompée. Son regard, empli d'une gratitude sincère, se posa sur moi. Et moi aussi je me sens transformé. Je sens enfin que j'ai le soutien dont j'ai besoin pour être le père qu'elle mérite, sans être constamment tiraillé entre mon travail et elle. » C'était la vérité. Depuis la mort de son épouse, Lisa, 2 ans plus tôt, William avait lutté pour concilier les exigences de son empire commercial avec l'éducation de Sophie. Maintenant, avec mon aide, il pouvait travailler l'esprit tranquille, sachant que sa fille était entre des mains aimantes et attentionnées. Ce matin, en particulier, était spécial. William avait organisé une virée shopping pour Sophie et moi, afin de lui trouver une robe pour le gala de charité que sa fondation organisait chaque année. C'était un événement mondain majeur, où se pressaient les personnalités les plus influentes de la ville. Et William avait insisté pour que nous soyons toutes les deux ses invités d'honneur, un honneur rare. « Tu es nerveux à propos du gala, tonton Patrice ?» demanda Sophie, tandis que nous traversions les portes vitrées d'une des boutiques les plus exclusives de l'avenue Montaigne. L'air était imprégné d'un doux parfum de fleurs et de cuir neuf. La propriétaire, une femme élégante aux cheveux argentés et au port altier, nommée Madame Logan, nous avait accordé une attention personnelle complète, un privilège réservé à une clientèle triée sur le volet. « Un peu », admis-je, un léger frisson d'appréhension me parcourant. Je n'ai pas été à un événement aussi chic depuis... Eh bien, jamais vraiment. Mes vieux costumes, rapiécés et démodés, me semblaient un lointain souvenir. « Tu vas être magnifique », déclara Sophie avec la confiance inébranlable de ses 8 ans, me tirant par la main vers un rayon de soierie. « Papa dit que tu as une beauté naturelle qui n'a pas besoin de beaucoup d'artifices. » Mais ça, Madame Logan, qui venait d'ajuster sur moi un costume bleu marine en laine froide d'une coupe impeccable, hocha la tête d'un air approbateur. Le tissu, doux et fluide, épousait ma silhouette d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et je me sentais étrangement élégant. Ce costume coûtait plus cher que la voiture que j'avais dû vendre quelques mois auparavant.
La petite a raison, monsieur, murmura Madame Logan, son regard professionnel mais bienveillant. Une telle prestance est rare. Vous avez une élégance classique, monsieur. Cette couleur rehausse parfaitement vos yeux, murmura Madame Logan, son ton empreint d'une admiration sincère. Alors que je me regardais dans le miroir pleine longueur, je peinais à me reconnaître. Le tissu du costume, un mélange de laine froide d'un bleu nuit profond, épousait ma silhouette avec une fluidité inattendue, me donnant une allure que je n'aurais jamais cru possible pour moi. Les mois de bonne chère, de repos suffisant et, surtout, le sentiment d'être enfin aimé et valorisé avaient effacé des années de stress de mon visage. Mon cheveu, désormais coupé court et coiffé avec professionnalisme, retrouvait sa brillance d'antan, encadrant un visage apaisé. Le costume me conférait une sophistication et une confiance qui m'étaient étrangères. « Tu aimes, tonton Patrice ?» demanda Sophie, applaudissant joyeusement, ses yeux pétillants de fierté. « J'adore !» répondis-je, la voix empreinte d'une honnêteté qui me surprit moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me voyais comme quelqu'un qui méritait de fréquenter de beaux endroits, d'être entouré de beauté, de luxe même. Le reflet dans le miroir n'était plus celui d'un homme usé par les épreuves, mais d'un individu renaissant, prêt à affronter le monde. Après cette séance d'emplettes inattendues et presque surréalistes, nous sommes rentrés à la maison. Un doux parfum de lavande et de cire d'abeille flottait dans l'air du hall d'entrée, un arôme familier et réconfortant. Mais à mesure que nous nous approchions du bureau de William, les sons qui en émanaient brisèrent cette quiétude. Des voix s'élevaient, tendues, et l'une d'elles, rauque et si familière, me glaça le sang. Mon estomac se noua instantanément, comme un coup de poing invisible. « Richard » soufflai-je, le nom un murmure amer. « Sophie, va dans ta chambre s'il te plaît » ajoutai-je rapidement, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Les adultes ont besoin de parler. » Elle fronça les sourcils, perceptiblement déçue de ne pas pouvoir écouter, mais obéit sans discuter, ses petits pas s'éloignant sur le parquet ciré. Tandis qu'elle disparaissait, une vague d'angoisse me submergea. Je m'approchai du bureau, et la conversation devint d'une clarté effrayante. « Écoutez, monsieur Chen, » disait Richard, sa voix empreinte de cette fausse cordialité qu'il adoptait toujours lorsqu'il cherchait à manipuler. C'était la même voix qu'il utilisait pour charmer les infirmières à l'hôpital, pour obtenir des faveurs, pour me convaincre de vendre notre maison. Je comprends que Patrice vous ait raconté sa version de notre séparation, mais il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Mon ex-époux peut être très manipulateur quand il le veut. Manipulateur ? La voix de William était froide, tranchante comme la glace un matin d'hiver. Vous parlez du moment où il a vendu sa maison pour payer votre traitement contre le cancer ? Un silence tendu s'ensuivit. Puis, Richard reprit, un filet de sueur commençant à perler sur son front. Je l'imaginais. « Eh bien, oui, mais vous ne comprenez pas. Il est devenu obsessionnel, contrôlant. Il ne me laissait pas prendre mes propres décisions concernant mon traitement et, après ma guérison, il est devenu possessif, jaloux de ma convalescence. Je serrai les poings, sentant la rage familière et l'incrédulité monter en moi face à l'étendue des mensonges de Richard. J'avais tout sacrifié, tout donné, et c'était ainsi qu'il réécrivait notre histoire. J'avais juste voulu qu'il vive. Et maintenant, continua Richard, sa voix reprenant de l'assurance, je découvre qu'il vit ici, probablement en vous remplissant la tête d'histoires sur à quel point j'ai été terrible. La vérité est que Patrice a toujours eu du mal à maintenir des relations saines. Demandez à notre fils David. C'est alors que j'entendis la seconde voix, celle qui me transperça le cœur et me glaça le sang. C'est vrai, dit David. Mon propre fils. Mon père a un comportement toxique. Il se fait toujours passer pour la victime. Mais en réalité, il est très manipulateur et exigeant. Nous sommes venus vous prévenir avant qu'il ne cause des problèmes dans votre famille. Prévenir. Mon ex-époux et mon fils étaient venus prévenir William à mon sujet. Après des mois de silence assourdissant, maintenant qu'ils avaient découvert ma nouvelle vie, ils avaient surgi pour tenter de la détruire. Une douleur lancinante me traversa, plus vive que n'importe quelle blessure physique. J'inspirais profondément, sentant l'air froid remplir mes poumons, et j'entrai dans le bureau.
Bonjour Richard. David. Les deux hommes se tournèrent brusquement vers moi, et je pus voir le choc pur se peindre sur leur visage. David, en particulier, semblait ne pas en croire ses yeux. Lors de notre dernière rencontre, j'avais été un homme brisé, désespéré, mes vêtements informes et mon visage marqué par l'épuisement et le chagrin. Maintenant, vêtu élégamment, rayonnant de santé et de confiance, j'étais une personne complètement différente. « Patrice, » dit Richard, reprenant sa contenance avec un effort visible, tentant de masquer sa surprise. « Tu as bonne mine. »« J'ai bonne mine parce que je vais bien, » répondis-je calmement, ma voix étonnamment stable malgré le tumulte intérieur. « Pour la première fois depuis des années. » David s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Papa, nous devons parler en privé. »« Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant William, » répliquai-je, mon regard ne quittant pas celui de mon fils. « Je n'ai pas de secret avec ma famille. »« Ta famille », répéta Richard avec dédain, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Patrice, ne sois pas ridicule. Ces gens ne sont pas ta famille. Je suis ton ex-époux. Lui, c'est ton fils. Nous sommes ta vraie famille. » William se leva de son bureau. Bien qu'il ne soit pas un homme physiquement intimidant, il y avait quelque chose dans sa présence, dans son calme imposant, qui remplissait la pièce, déplaçant l'équilibre des forces. « Messieurs, » dit-il d'une voix contrôlée mais ferme, « je crois qu'il y a une confusion ici. Patrice fait absolument partie de ma famille. Il a été une bénédiction pour ma fille et pour moi. Alors, tout ce que vous êtes venu dire, vous avez intérêt à ce que ce soit très important pour justifier d'avoir fait irruption dans ma maison et de parler ainsi de quelqu'un que je respecte profondément. » Richard tenta de reprendre le contrôle de la conversation, son visage se tendant. « Monsieur Chen, Patrice ne vous a probablement pas dit que j'ai quitté mon compagnon Julien pour essayer de me réconcilier avec lui. Nous avons travaillé sur notre relation. » Je ris. Un son authentique, un éclat de rire inattendu qui surprit tout le monde dans la pièce, y compris moi. « Travailler sur notre relation ? Richard, nous n'avons pas échangé un mot depuis 4 mois. Et tu n'as pas quitté Julien. Julien t'a quitté quand il a découvert que tu dépensais son argent dans les paris. » Le visage de Richard devint écarlate, une marée de sang montant jusqu'à la racine de ses cheveux. « Ce n'est pas... Comment sais-tu ça ? » ?»« Parce que Julien m'a appelé la semaine dernière, » répondis-je, une satisfaction froide dans ma voix. « Il voulait s'excuser pour les choses horribles qu'il m'a dites le jour où tu m'as mis à la porte. Apparemment, découvrir que l'homme qu'il pensait être un succès stable et fiable était en réalité un joueur compulsif endetté, lui a donné une nouvelle perspective sur qui était vraiment la victime dans notre histoire. » David intervint désespérément, sa voix étranglée. « Papa, c'est exactement de ça dont nous parlons. Tu dois toujours sortir les dossiers. Tu dois toujours faire en sorte que les autres aient l'air mauvais pour que tu aies l'air bien. » Je me tournai vers mon fils, étudiant son visage. Il avait 31 ans. Il était brillant, avocat à succès, beau, avec les mêmes traits que Richard, mais aussi un peu des miens. Un homme que j'avais élevé, pour qui j'avais tout fait. Pourtant, son regard était rempli de reproches, de cette même condescendance que j'avais trop souvent vue chez son père. Le fils que j'avais chéri, pour qui j'aurais donné ma vie, se tenait là, me poignardant dans le dos. C'était une douleur qui surpassait toutes les autres. Il était aussi, et c'était là le plus important, le portrait craché de son père. « David », dis-je doucement, ma voix à peine audible dans le silence tendu qui emplissait la pièce. Je le regardais droit dans les yeux, la fatigue des années passées à me battre se lisant peut-être dans mon regard. « Sais-tu combien d'argent j'ai dépensé pour ton éducation ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec 10 000 euros ?» poursuivis-je, sans lui laisser le temps de répondre. L'école privée, l'université, la faculté de droit, j'ai travaillé des doubles postes pendant des années pour m'assurer que tu n'aurais jamais de dettes étudiantes. Je me souviens encore des nuits sans sommeil, des repas sautés, de cette sensation permanente de vertige due à l'épuisement. C'était un sacrifice, mais je le faisais avec la conviction que je bâtissais ton avenir, que je te donnais les meilleures chances. « Personne ne t'a demandé de faire ça, » marmonna David, les yeux rivés sur le sol, ses épaules se haussant à peine. Le son de sa voix,
chargé d'une indifférence si familière, me transperça. « Tu as raison, » répondis-je, le cœur serré. « Je l'ai fait parce que je t'aimais, parce que je voulais te donner les meilleures opportunités. La même raison pour laquelle j'ai vendu notre maison de Neuilly-sur-Seine pour sauver la vie de ton père. » David détourna le regard, visiblement mal à l'aise, le visage légèrement rougi. Le poids de ses souvenirs, la vision de notre foyer autrefois chaleureux s'éloignant, était encore vif. « Mais voilà la différence, » continuai-je, ma voix gagnant en force, se durcissant à chaque mot. Une nouvelle résolution s'était allumée en moi, une flamme froide, mais inextinguible. Sophie me remercie quand je lui prépare le petit déjeuner. William me remercie quand je l'aide pour une petite chose, comme organiser son agenda. En 3 mois, j'ai reçu plus de gratitude et d'amour véritable de cette famille qu'en 30 ans avec vous deux. L'air dans la pièce semblait s'alourdir, imprégné d'une amertume que je n'avais jamais osé exprimer si ouvertement. « C'est parce qu'ils veulent quelque chose de toi », lança Richard désespérément, son visage marqué par la panique. « Les riches veulent toujours quelque chose. » William s'approcha, son ombre imposante dominant l'espace. Quand il parla, sa voix était d'un calme létal, chaque mot pesant son poids d'or. « Monsieur Williams, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur la vraie richesse. La vraie richesse n'est pas une question d'argent. C'est d'avoir des gens dans votre vie qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. Patrice m'a offert cela quand j'étais un enfant mourant à l'hôpital, quand je n'avais rien à offrir en retour. Il me l'offre à nouveau aujourd'hui avec Sophie, et ce lien est inestimable. Vous deux, en revanche, semblez ne valoriser Patrice que lorsqu'il peut vous apporter un bénéfice financier. » Richard et David échangèrent un regard, et je pus voir qu'ils perdaient rapidement du terrain, leur assurance s'effritant sous le regard implacable de William. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de la vérité de ses paroles. « De plus, » ajouta William, son regard passant de l'un à l'autre, « je me suis permis de faire quelques recherches avant cette réunion. Richard, voudriez-vous expliquer pourquoi vous avez 48 000 € de dette de jeu? Et David, pourquoi votre cabinet d'avocat fait-il l'objet d'une enquête pour détournement de fonds de clients ?» Le sang se vida des visages des deux hommes. Leurs traits se figèrent, la couleur s'envolant pour laisser place à une pâleur livide. David ouvrit la bouche pour protester, mais William le coupa d'un geste. « Messieurs, je vous suggère de partir maintenant. Et si vous dérangez Patrice de quelque manière que ce soit à l'avenir, je m'assurerai que ces enquêtes reçoivent toute l'attention qu'elles méritent. » Je les observais tandis qu'ils partaient. Ces deux hommes qui avaient défini ma vie pendant si longtemps, maintenant petits et défaits, leurs épaules courbées, leurs pas pressés. Un sentiment étrange m'envahit, un mélange de tristesse pour ce qui aurait pu être et une immense libération. David se retourna une fois sur le pas de la porte. « Papa », dit-il, et pour un instant, il retrouva la voix du petit garçon qu'il avait été, celle que j'avais tant chérie. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je n'ai besoin de rien de toi, » répondis-je doucement, ma voix pourtant ferme. Le lien était rompu, mais pas ma capacité à aimer. « Mais David, si jamais tu as besoin d'une vraie mère, tu sais où me trouver. » L'écho de mes paroles flotta un instant dans l'air, puis ils disparurent. Après leur départ, William posa une main douce sur mon épaule. L'odeur réconfortante de son parfum, mêlée à une légère brise, me rassura. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une sollicitude sincère. Je réfléchis un instant à la question, puis un sourire léger mais profond éclaira mon visage. « Tu sais quoi? Oui, je vais parfaitement bien. » Et pour la toute première fois de ma vie, c'était absolument vrai. Une vérité cristalline, libératrice. 1 an après cette nuit orageuse qui avait changé mon destin, je me tenais dans le jardin luxuriant du manoir Chen. Le soleil de l'après-midi, filtrant à travers les feuilles des chênes centenaires, créait un halo doré autour de la petite silhouette de Sophie, qui répétait sa routine de danse pour le récital de l'école. Le chant des oiseaux se mêlait au léger froissement de sa jupette de tulle alors qu'elle pirouettait et sautait avec la grâce naturelle d'une danseuse née. Le parfum des roses grimpantes embaumait l'air, ajoutant une touche de sérénité à la scène. « Tonton Patrice !» cria-t-elle, courant vers moi
après avoir achevé sa routine avec un grand jeté parfait. Son visage était rayonnant de fierté, ses yeux pétillants. « Tu as vu comme j'ai réussi le grand jeté ? Mademoiselle Catherine dit que je suis l'une de ses meilleures élèves. »« Je l'ai vu, mon cœur, » répondis-je en la serrant fort dans mes bras, le doux poids de son corps contre le mien me remplissant de tendresse. « Tu étais spectaculaire. Ta maman serait très fière. » Sophie avait commencé à parler davantage de sa mère décédée ces derniers mois, et j'avais appris à honorer cette mémoire plutôt que de me sentir menacé par elle. Lisa Chen avait été de tous les récits une femme extraordinaire, et je n'essaierai jamais de la remplacer. J'avais, en revanche, trouvé ma propre place unique dans le cœur de Sophie, une place bâtie sur la confiance, le soutien et un amour inconditionnel. « Tu sais quoi ?» dit Sophie, prenant ma main tandis que nous marchions vers la maison. « Je crois que maman t'a envoyé vers nous. La nuit avant la tempête, j'ai rêvé d'elle. Elle m'a dit que quelqu'un de très spécial allait bientôt arriver pour prendre soin de papa et de moi. » Mon cœur se serra d'émotion. Sophie avait maintenant 9 ans, mais parfois elle faisait preuve d'une sagesse qui me laissait sans voix, comme si elle percevait des vérités que les adultes ignoraient. Nous entrâmes dans la maison pour trouver William dans la cuisine. Un spectacle qui, même après tout ce temps, continuait de me surprendre. L'un des hommes les plus puissants du monde. Et pourtant, il insistait pour préparer le dîner familial le dimanche, les mains plongées dans la farine et les casseroles. Aujourd'hui, il se débattait avec ce qui semblait être une carbonara. L'odeur du guanciale grillé et du parmesan se mêlait à celle de la fumée qui s'échappait d'une poêle un peu trop chaude. « Besoin d'aide ?» proposai-je en riant, amusé par l'expression de concentration intense sur son visage, le front plissé. « Absolument, » admit-il en soupirant, un brin de farine sur sa joue. « Je ne comprends pas comment quelque chose d'aussi simple peut être si compliqué. » Nous travaillâmes ensemble dans la cuisine, une routine que nous avions perfectionnée au fil des mois, nos gestes synchronisés et fluides. Sophie mit la table avec une application sérieuse pendant que William et moi terminions le dîner, le cliquetis des assiettes et les rires doux remplissant la pièce. Ces moments simples, domestiques, étaient devenus le plus précieux de ma nouvelle vie, des ancres de bonheur tranquille. Pendant le dîner, William annonça une nouvelle qu'il avait gardée. L'atmosphère se fit soudain plus attentive. « J'ai pris une décision importante concernant la fondation, » dit-il, me regardant directement, ses yeux pétillants d'une excitation contenue. « Je veux que Patrice devienne le directeur exécutif du programme de soutien familial hospitalier, » annonça William, sa voix résonnant doucement dans la pièce. J'ai failli m'étouffer avec mon vin, un cabernet d'une belle robe que je tenais à la main. L'air s'est figé dans mes poumons. C'était trop grand, trop inattendu. C'est impossible, William. Je ne peux pas accepter ça. Je n'ai aucune expérience dans la direction d'une fondation. Mon cœur battait la chamade, entre l'incrédulité et une pointe d'espoir folle. « Tu as 35 ans d'expérience », rétorqua-t-il calmement, posant son verre. Son regard bleu, d'habitude si pétillant, devint soudain grave et pénétrant. « Tu as passé toutes ces années à comprendre exactement ce dont les familles ont besoin en pleine crise médicale. Et, plus important encore, tu as le cœur pour bien le faire. C'est ça, la vraie qualification. » Il marqua une pause, me laissant digérer ces mots qui résonnaient comme une reconnaissance que je n'avais jamais osé espérer. Le salaire sera de 200 000 € par an, plus les avantages sociaux et un budget annuel de 5 millions d'euros pour les programmes. 200 000 €, une somme absolument astronomique, bien plus que ce que j'avais jamais gagné dans toute ma vie. Et tout ça pour un travail qui, cette fois, aurait un sens profond, une résonance véritable. Mon esprit s'emballait. De plus, ajouta William avec un sourire malicieux, le poste exige que tu vives à proximité du siège social de la Fondation, qui se trouve, par pure coïncidence, à 10 minutes d'ici. Tu devrais donc t'installer définitivement dans la maison d'amis. Sophie, qui avait écouté attentivement, battit des mains avec une excitation enfantine. « Ça veut dire que tu ne partiras jamais !» s'écria-t-elle, son visage rayonnant. Je les regardais tous les deux. Cette famille inattendue qui m'avait sauvé dans tous les sens du terme, m'avait offert un nouveau souffle quand j'étais au bord du gouffre. Une vague de gratitude si intense déferla sur moi que mes yeux se remplirent de larmes. Elles montèrent,
chaudes et salées, menaçant de déborder. Je déglutis difficilement. « Oui, » murmurai-je, ma voix étranglée par l'émotion. « J'accepte. » Le mot flotta dans l'air, scellant un nouveau chapitre. Après le dîner, tandis que Sophie se plongeait dans ses devoirs, le crissement léger de son stylo emplissant l'air du salon, et que William parcourait quelques documents professionnels à la lueur tamisée d'une lampe de bureau, je me retirai dans ma pièce préférée. C'était un espace intime et douillet, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin où les ombres de la nuit commençaient à danser. Les murs étaient tapissés de livres, et une cheminée, même éteinte, conférait à l'endroit une chaleur et un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je m'y sentais enfin chez moi. Mon téléphone vibra soudain, affichant un numéro inconnu. J'hésitai un instant, le cœur serré par une appréhension familière, la peur que le passé ne ressurgisse. Puis je répondis « Patrice ?» fit une voix familière, mais tendue, à l'autre bout du fil. « C'est Carole. Ma sœur, Carole. » Son nom m'a serré le ventre. Nous n'avions pas parlé depuis qu'elle avait choisi le camp de Richard, lors de notre divorce. Une trahison qui m'avait coupé le souffle à l'époque, comme si un autre membre de ma propre chair m'avait tourné le dos. « Bonjour, Carole, » répondis-je prudemment, ma voix aussi neutre que possible. « Patrice, je dois m'excuser. » Sa voix se brisa, et j'entendis un sanglot étouffé. L'écho de sa douleur résonna en moi, étrange et inattendu. Marc m'a quitté la semaine dernière. Il est parti avec la moitié de nos économies et s'est installé avec sa secrétaire. Et quand j'ai essayé d'appeler Richard pour parler de ce qui s'était passé avec toi, il m'a raccroché au nez. Il a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de femme dramatique. Un silence pesant s'installa, rempli de son souffle tremblant. Puis, elle continua, sa voix plus ferme, mais toujours empreinte d'une amertume nouvelle. C'est là que j'ai réalisé. Tous ces mois, j'ai été du mauvais côté. Tu étais le seul qui comprenait vraiment ce que c'était d'être trahi par quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue. Et je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Carole, commençai-je, un mélange de surprise et de compassion m'envahissant. Non, m'interrompit-elle, sa voix se renforçant. Laisse-moi finir. J'ai vu les photos dans le magazine, celles de l'événement caritatif où tu apparais avec les Chen. Tu avais l'air rayonnant, heureux, et j'ai réalisé que tu avais trouvé une vraie famille après que ta famille de sang t'ait si terriblement laissé tomber. Les photos. La gala de bienfaisance avait effectivement été couverte par plusieurs magazines mondains, et j'étais apparu sur plusieurs clichés avec William et Sophie. Sur l'une d'elles, nous trois rions aux éclats pendant le discours de William, nos visages illuminés de bonheur, et quiconque la voyait pouvait sentir que nous formions une famille, peu importe l'absence de lien de sang. C'était une preuve tangible de ma renaissance. Je n'appelle pas pour te demander de me pardonner, poursuivit Carole, sa voix maintenant stable, presque résignée. Je voulais juste que tu saches que je me suis terriblement trompée et que je suis contente que tu aies trouvé des gens qui te valorisent comme tu le mérites. Après avoir raccroché, je restais assis, le téléphone encore chaud dans ma main, réfléchissant à cette conversation inattendue. 1 an plus tôt, un appel comme celui-ci m'aurait anéanti émotionnellement, rouvrant des blessures à peine cicatrisées. Maintenant, il ne faisait que confirmer que j'avais pris les bonnes décisions, que mon chemin, aussi douloureux soit-il au départ, m'avait mené vers la lumière. Une paix profonde s'installa en moi. 1 semaine plus tard, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. J'étais dans mon nouveau bureau à la Fondation, un espace lumineux et moderne, orné de quelques plantes vertes et d'œuvres d'art contemporaines, en train d'examiner des propositions pour de nouveaux programmes hospitaliers. Le doux bourdonnement de l'ordinateur et l'odeur du café fraîchement moulu remplissèrent l'air. Mon assistante annonça que j'avais une visite. David entra dans mon bureau, mais c'était un David que je reconnaissais à peine. Il avait l'air plus âgé, plus mince, et il y avait une sorte de défaite, une lassitude palpable dans ses yeux d'ordinaire si vifs et arrogants. Il était loin du jeune avocat brillant que j'avais connu. « Papa ?» dit-il, s'arrêtant près de la porte comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu, ses épaules légèrement voûtées. « David, que puis-je faire pour toi ?» Ma voix était calme, sans animosité, mais gardait une certaine distance. Il jeta un coup d'œil autour de mon bureau élégant,
remarquant le titre sur la porte, directeur exécutif, et les photos de Sophie et William souriant sur mon bureau, comme un rappel silencieux de ma nouvelle vie. « Je suis venu pour m'excuser, dit-il finalement, sa voix à peine audible, et pour te dire que j'ai perdu mon travail. L'enquête que M. Chen a mentionnée a révélé des irrégularités, rien de criminel, mais suffisant pour que je sois licencié. » Il s'assit sans y être invité, un geste que le David arrogant d'antan n'aurait jamais hésité à faire, mais qui, aujourd'hui, semblait dicté par l'épuisement. Son regard était vide, fixé sur le tapis. « Je suis aussi venu te dire que tu avais raison à propos de papa. Julien n'était pas le seul. Il y a eu d'autres hommes, et tous finissent par partir de la même manière lorsqu'ils découvrent ses dettes de jeu. Il vit dans un studio maintenant, empruntant de l'argent à quiconque veut bien l'écouter. » Une pointe de dégoût traversa son visage. « Je suis désolé d'entendre ça, dis-je honnêtement, et je le pensais. Malgré tout, la souffrance de mon fils me touchait. »« Vraiment ?» demanda-t-il, un éclair de surprise dans ses yeux fatigués. « Après tout ce que nous t'avons fait ?» Je considérais la question attentivement, le poids du passé flottant entre nous. « David, j'ai été en colère pendant longtemps, blessé profondément. Mais la vie que j'ai maintenant est meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. D'une certaine manière, vous m'avez rendu service en me forçant à trouver mon propre chemin. » Le soleil couchant jetait de longues ombres dorées à travers la pièce, comme une métaphore de ma propre résilience. David hocha lentement la tête, des larmes se formant au coin de ses yeux. « Papa, y a-t-il un moyen pour que nous puissions essayer de nouveau ? Je n'espère pas que tu me pardonnes immédiatement, mais peut-être pourrions-nous... » « David, » lui dis-je doucement, ma voix empreinte d'une tristesse mêlée d'amour. « Tu seras toujours mon fils, je t'aimerai toujours. Mais la confiance est quelque chose qui se gagne, et cela prendra du temps, beaucoup de temps. » « Du temps ?» demandai-je, ma voix empreinte d'une fermeté que je n'aurais pas cru possible il y a 1 an encore. Les ombres du crépuscule s'allongeaient dans la pièce, comme pour souligner le poids de l'instant. « Si tu veux vraiment faire partie de ma vie, David, tu devras prouver que tu as changé, non pas avec de belles paroles, mais avec des actions concrètes, et cela prendra des années, pas quelques mois. » Son regard, auparavant fuyant, se fixa sur le mien, un mélange de fatigue et d'une détermination nouvelle s'y lisant. Il hocha la tête avec une vigueur presque désespérée, ses épaules s'affaissant légèrement. « Je ferai tout ce qu'il faut, papa. Absolument tout. » « Alors commence par chercher une vraie aide, » répondis-je, ma voix adoucie mais toujours ferme. « Une thérapie. Travaille sur toi-même profondément. Et quand tu seras prêt à être honnête sur les erreurs que tu as commises, sans aucune excuse, sans rejeter la faute sur les autres, alors et seulement alors, nous pourrons envisager de reconstruire une relation. » Un silence lourd s'installa, rempli du murmure lointain de la ville et du poids de toutes ces années perdues, mais aussi d'une pointe d'espoir fragile. Après son départ, la porte se refermant doucement derrière lui, un silence apaisant enveloppa la maison. Je pris une profonde inspiration, le poids de la confrontation s'évaporant lentement. J'appelai William, mon cœur encore un peu agité, pour lui raconter les détails de cette visite inattendue. « Comment te sens-tu après ça ?» me demanda-t-il, sa voix douce et attentive, résonnant à travers le combiné. « En paix, » répondis-je, surpris moi-même de la sincérité de mes propres mots. C'était une vérité nouvelle, inattendue. L'ancienne rancœur, ce besoin viscéral de vengeance qui m'avait rongé pendant si longtemps, s'était dissipé. La désespérante quête d'acceptation, autrefois si présente, avait elle aussi disparu. Si David changeait réellement, s'il parvenait à se reconstruire, il serait le bienvenu dans ma vie, sans réserve. Mais si ce n'était pas le cas, je savais, avec une certitude tranquille, que je serais bien aussi. Mon bonheur ne dépendait plus de lui. Ce soir-là, nous dînâmes tous les 3 ensemble, comme un rituel sacré qui avait pris racine dans mon existence. L'arôme réconfortant du plat que William avait préparé, un simple gratin dauphinois, mais tellement savoureux, flottait dans la cuisine ouverte. Sophie, les joues rougies par